Imaginez que vous êtes un enfant et que vous entrez dans une immense bibliothèque, une belle bibliothèque. Vous tombez sur plusieurs livres, des romans, des pièces de théâtre, des essais. Et puis en particulier, vous tombez sur un autre type de livre, vous l'ouvrez, et les phrases sont écrites différemment, disposées particulièrement, avec des mots qui résonnent d'une façon harmonieuse. Alors vous venez de faire votre première expérience de poésie. D'ailleurs, on parlera de poésie aujourd'hui avec un jeune auteur, Jean-Marcel Bédy, qui publie Œil de sagesse. Œil de sagesse, il nous en parlera. Jean-Marcel Bédy, bienvenue sur le plateau d'Entre les lignes. Merci. Content de vous voir, c'est la première fois qu'on reçoit un poète pour cette saison. Okay. On a reçu deux romancières pour les deux premières émissions. Donc je suis très content de parler de poésie avec vous. On sait que c'est un genre qui est totalement en ébullition en Côte d'Ivoire. Donc avant de parler du titre qui est plutôt intriguant, Œil de sagesse, pourquoi avoir fait le choix de la poésie, pas du roman, pas du théâtre, et même de la musique aussi, parce que de plus en plus de jeunes font du rap ivoire, par exemple. Exactement. Déjà, merci d'abord de m'accueillir sur votre plateau. Et disons, œil de sagesse, il est très simple à appréhender. Œil, c'est cet élément-là qui voit tout. C'est cet élément qui s'aperçoit un peu de tout ce qu'on a en face de nous. Et sagesse, c'est un peu cette expérience que l'on a de certaines actions, de certaines réactions. Alors, sagesse devient en un mot un comportement que l'on doit adopter pour ne pas être une habitude. Comment est-ce que l'on doit marcher face à certaines situations de la vie et dans tous les domaines précis. Alors, œil de sagesse devient en un mot cette attitude-là, ce comportement, la réaction que nous devons avoir dans plusieurs domaines précis en fonction de la personne qui est en face de nous, face à certains thèmes précis. C'est dans ce cadre-là que l'on a écrit œil de sagesse. C'est-à-dire, en un mot, il devient un comportement observatoire, mais plutôt exemplaire que celui-là même, c'est-à-dire qu'il lit ce livre, doit adopter face à n'importe quelle situation auquel il sera confronté. Donc en quelque sorte, une sorte de livre de développement personnel, mais on en reparlera. Mais je reviens à l'idée de, on comprend très bien que vous avez envie de conseiller les jeunes, de donner une sorte de guide de conduite à vos lecteurs ou à vos lectrices. Mais pourquoi le faire en poésie quand on sait que par exemple que la musique ou le roman sont des genres les plus pratiqués. Le roman est beaucoup plus lu que de la poésie aujourd'hui. La musique est beaucoup plus écoutée. Vous aurez pu faire un album de reggae. Pourquoi décider de parler de sagesse en choisissant d'écrire de très petits poèmes qui pourraient guider ceux qui vous liront? Déjà, merci pour cette très belle question. Déjà, dans notre jargon, on dit « accroche ton habit là où ta main peut t'arriver ». En un mot, je ne suis pas bon en musique. Je ne suis pas doué en musique. Et le roman, je pouvais l'écrire. J'en ai déjà un roman qui pourra sortir d'un moment à l'autre. Mais je me dirige un peu vers la poésie. On dit l'on agit en fonction de ses objectifs. Pourquoi est-ce que de la poésie? La poésie, c'est un genre littéraire qui regroupe plusieurs thèmes. C'est-à-dire que dans la poésie, je peux parler de la politique, je peux parler de la situation que nous vivons, je peux parler de la musique, même dans la poésie. Alors la poésie, en un mot, c'est un genre qui regroupe plusieurs thèmes différents et sur lesquels l'on peut essayer de s'axer et sur ce point-là donner des différents conseils dans plusieurs domaines précis. Alors que là, lorsqu'on parle par exemple de roman, dans le roman, au fait, tout est un peu basé sur un acteur principal. Et c'est autour de cet acteur-là que nous avons des adjuvants, des opposants et autres. Alors que dans le poème, il n'y a pas d'acteur, certes. Lorsque je regarde quelque chose qui me plaît ou qui ne me plaît pas, si je peux avancer quelque chose, donner des conseils, donner mon avis, mes opinions, et je le dis, c'est direct et c'est droit au but. La raison pour laquelle je m'oriente vers la poésie. Cher lecteur, c'est un recueil de brefs poèmes qu'il faudra acheter afin de pouvoir comprendre pourquoi M. Bédy dit que l'Africain, il faut le talonner, c'est ça? Exactement. Très bien. Alors, ici, dans l'ignorance africaine, à la page 17, vous dites « Mon Afrique qui ne connaîtra pas le savoir. » D'accord. Une Afrique qui ne connaîtra pas de modèle. D'accord. Une Afrique qui vivra de corruption et de trahison. D'accord. Pauvre Afrique. La résistance ne fera rien et n'ira jamais loin. Okay. L'homme blanc doit être la voix de l'Afrique. D'accord. Lorsqu'on est idiot, on suit l'intelligent. D'accord. Pour une Afrique inconscience, sa face reste nulle. Ok. Monsieur Bédy, l'homme blanc doit être la voix de l'Afrique. D'accord. Lorsqu'on est idiot, on suit l'intelligent. D'accord. Vous voulez que je décortique ça? Non, que vous justifiez, que vous expliquiez ce que vous voulez dire. Est-ce que c'est vous qui parlez ou c'est plutôt une stratégie ironique pour essayer de réveiller l'Afrique? Mais est-ce que c'est vous qui dites ces mots, vous les pensez vraiment? C'est moi qui dis ces mots, mais c'est en quelque sorte, je ne sais pas si je dois le dire ainsi, c'est-à-dire que vous répondez sans même le savoir. Je vous prends un exemple simple.
Je vous prends un exemple simple. Chaque être humain est déterminé par une personnalité, que tu sois adulte, parent ou enfant. Mais, c'est-à-dire, de chaque élément de la personnalité d'un individu, il y a des subdivisions. Quand vous prenez le cas, par exemple, d'un enfant qui est un enfant adapté rebelle, c'est-à-dire, avant de l'amener à faire quelque chose, il va falloir le fouetter. Par exemple, il va falloir lui dire ce qu'il n'a pas... Oui, le fouetter. Lorsqu'on dit fouetter, lorsqu'on dit fouetter, ce n'est pas fouetter forcément avec un fouet. Il y a plusieurs manières de fouetter. Je peux te fouetter en te parlant. Je peux te fouetter en te disant des mots qui vont te blesser. Donc fouetter son orgueil, vous le dire. Exactement. Ne pas le fouet comme sévice corporel. Donc on a ce problème-là. Vous disiez à l'instant que le blanc, l'Africain suit le blanc, alors qu'il ne doit pas le suivre. Mais vous écrivez ici pourtant, l'homme blanc doit être la voix de l'Afrique. Au final, la solution pour l'Afrique, c'est quoi? C'est tracer sa propre voie ou suivre l'homme blanc qui doit être sa voix. Ici, lorsque par exemple je vous dis que l'Africain doit suivre l'homme blanc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je te montre le chemin et que tu refuses de comprendre, je vais te dire dans ce cas, suis le blanc. Donc alors quel est le chemin? Le chemin de l'Afrique serait le chemin dans la vie pour aller de l'avant. S'il y a une personne qui est bien évoluée, on ne te dit pas de donner dos à cette personne-là. Il suffit de suivre son exemple, mais pas suivre ses décisions. C'est pourquoi j'ai dit, en fouettant l'orgueil d'un Africain, l'Africain peut prendre le bon chemin. Voilà. Lorsque tu dis à un Africain que c'est le blanc qui est ton maître, il va se sentir frustré. Monsieur en le frustrant, quelle serait la voie pour l'Afrique pour s'en sortir? En une phrase. La voie. Imaginez que l'Afrique est devant vous et qu'elle vous demande, oh poète Bédi, quelle est ma voie? Vous diriez quoi? La voie, l'Africain doit avoir confiance en lui-même et choisir les bonnes décisions pour avancer. Voilà. Très bien. La seule chose que l'Africain doit demander de l'homme blanc, ce sont des conseils, son expertise et point. Et pas suivre ce que l'homme blanc dit à la lettre. Très bien, on voit que vous êtes passionné aussi bien par l'Afrique que également par la poésie et par les questions politiques qui, comme tout poète, vous avez envie de voir votre pays, votre continent se développer, être totalement autonome. On a parlé d'amour à l'instant. Puis il y a un poème dans le texte, là on ne parle plus d'Afrique, enfin je ne sais pas si c'est une métaphore, femme ingrate. Pourquoi me suis-je inquiété pour toi? Pourquoi ai-je mis ma foi en toi, ma foi? Je suis fier d'être un champ éblouissant. Je suis fier d'être ce plateau enivrant. À toi, femme ingrate, le temps qui passait m'a affecté. Tu es une mauvaise image des autres. Tu seras différente des vrais apôtres. Et puis, attention, le jour de notre rencontre m'a marqué. Tu seras différente des mauvais apôtres, mais surtout, tu es une mauvaise image des autres. De qui vous parlez? D'une, c'est une rencontre amoureuse. C'est comme on le dit à Abidjan, c'est un goumin. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, ce n'est pas un goumin, ce n'est pas une rencontre amoureuse, c'est plutôt une métaphore. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, vous voyez, ici, il y a un sous-entendu. Et le sous-entendu, qu'est-ce que c'est? On a tendance, lorsqu'on veut occuper une place ici en Afrique, à avoir recours à la population. Avec vos projets, avec vos idées, avec tout ce que vous dites, le peuple vous suit. Mais quand le résultat est là, et lorsque vous êtes là, qu'est-ce que vous dites de toutes vos promesses? Donc au final, on va dire que femme ingrate, c'est une métaphore pour l'Afrique. En un mot. L'Afrique est ingrate selon vous. Pourquoi? Pas l'Afrique ingrate. Il y a certains politiques qui sont ingrats. Donc en fait, au final, la femme, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas l'Afrique, ce sont les politiques. Ce n'est pas l'Afrique. Ce sont les politiques. Voilà, ce sont les politiques. Et pourquoi ces politiques sont-ils ingrats? Quelqu'un qui promet... Vous pensez à qui en particulier? Bon, je ne pense pas à quelqu'un. Cette question... Un des lecteurs me l'a posé lorsque j'étais en France, et je le lui ai dit juste en face, je ne pense pas à quelqu'un de particulier. Sincèrement, en un mot, moi, Bédi, je n'ai pas de bord politique. Je ne suis... Votre bord politique, c'est l'Afrique. Point. Et les politiques sont ingrats, vous l'avez dit. Oui. Très bien. Alors, je suis très heureux de parler de poésie, de politique. On sent que le poète est un combattant. Mais vous savez, le principe de cette nouvelle saison, c'est de recevoir quelqu'un qui a lu votre livre. Et qui, lui, peut-être sera beaucoup plus cruel avec vous, aussi cruel que vous l'êtes avec la femme ingrate, qu'avec l'Afrique, qu'avec aussi l'Europe. On en a parlé, on pourra en reparler. Il n'y a pas de souci. On passe maintenant à l'instant lecteur. Bonjour Monsieur Thierry, bienvenue sur le plateau d'Entre les lignes. Bon grand lecteur, fidèle lecteur de poésie, de théâtre, de romans. Quel est votre genre préféré?
J'aime beaucoup le roman, même ça m'a donné un peu l'idée de parcourir l'œuvre poétique aussi. Très bien. Et vous avez lu Œil de sagesse de Jean-Marcel Bédy, qui est avec nous sur le plateau, que vous avez adoré, j'imagine. Oui, oui, oui. J'ai aimé parce que c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire. Pour un jeune auteur aujourd'hui qui se lance dans ce style littéraire, vraiment, c'est à féliciter. C'est à féliciter, vous l'avez dit. Jean-Marcel Bédy, je rappelle, Œil de sagesse, disponible dans toutes les bonnes librairies. Il faudrait courir pour se l'arracher. Mais vous avez deux questions pour l'auteur qui attend patiemment de savoir si vous avez des questions qui seront cruelles, parce qu'il est très cruel aussi avec l'Afrique. Donc on vous écoute. Oui, la cruauté se voit déjà dans sa manière d'écrire. Alors ma première question, c'est de savoir pourquoi l'auteur attribue le mal de l'Afrique beaucoup dans ses mots à l'Occident. Est-ce que le mal ne vient pas d'ailleurs? D'ailleurs, j'aimerais savoir en fait. Alors, pour répondre à sa question, il faut dire que, je l'ai déjà dit auparavant, le mal de l'Afrique, ce n'est pas l'Occident seulement, c'est l'Afrique elle-même. Voilà. Parce que lorsqu'on est conscient, on sait comment marcher. Lorsqu'on est conscient, on sait comment marcher. Alors, pour se dire, une chose est claire et qu'il faut retenir, une fois que l'on sait où on va, l'on sait quelle disposition prendre. Alors, l'Africain ne doit pas seulement accuser l'Occident. L'Occident en est un élément du mal de l'Afrique, certes, mais l'Africain lui-même doit se dire qu'il est le premier et responsable. Parce que lorsqu'elle sera consciente à prendre de bonnes décisions, à savoir comment marcher, à savoir comment évoluer, quels sont ses objectifs, que l'Afrique se fixe, l'Afrique saura comment aller de l'avant. C'est ma réponse à la question. Donc pour lui, voilà, l'Afrique doit également se prendre en main. J'imagine que vous êtes satisfait et que la deuxième question permettra de mieux encore découvrir l'œuvre. Oui, oui, parce que j'ai beaucoup lu et j'ai vu beaucoup d'émotions dans l'écriture, dans les mots que l'auteur a donnés dans son œuvre. J'aimerais savoir d'où l'inspiration lui vient de décrier, de dire des choses de manière crue, en fait. Jean-Marcel Bédy, comment est-ce que vous parvenez à distiller de l'émotion dans chacun de vos poèmes? Parce que le lecteur dit qu'il a été totalement ému et qu'il a retrouvé. Okay. Il aimerait savoir comment vous vous y prenez pour distiller de l'émotion dans vos écritures. Alors, je lui donne cette réponse. Langston Hughes disait, avant dans l'une de ses œuvres, nous, nouvelle génération nègre, nous voulons réinventer, nous voulons réexprimer notre personnalité noire, sans honte ni crainte. Si cela plaît aux gens de couleur, nous en sommes fort heureux. Si cela ne leur plaît pas, peu importe. Nous savons que nous sommes laids et beaux à la fois. Le tam-tam rit et le tam-tam pleure. Le tam-tam rit, le tam-tam pleure. Très bien. Cela plaît aux blancs, nous en sommes fort heureux. Si cela ne leur plaît pas, très belle réponse, très belle réponse. Bel échange également. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Monsieur Thiali. On espère vous revoir un de ces jours, peut-être cette fois-ci pour un roman, une pièce de théâtre. On se dit à bientôt. Merci bien. Jean-Marcel Bédy, satisfait de l'échange avec Thiali? Exactement. On a pu remarquer que lui également a constaté votre passion pour l'Afrique. Vous parlez avec beaucoup d'entrain, parfois un ton tragique quand vous parlez de l'Afrique aussi. Oui. Très bien. Mais Thiali ne sera pas le seul à vous poser des questions. D'accord. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur le plateau, mais qui a lu le texte et qui a bien envie de savoir, de comprendre une particularité de votre livre Œil de sagesse. Il n'y a pas de problème. Question selfie. Bonsoir Jean-Marcel Bédy, ici Paul Valéry. J'ai lu votre recueil et je constate que vous donnez des explications de chaque poème à la fin de votre recueil. Ne croyez-vous pas que le lecteur pourra comprendre le poème? Où est donc la liberté du lecteur? Merci. Normalement, ces poèmes ont un précis derrière le livre parce que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre le sous-entendu qui est juste en bas. Alors ici, les précis ont été marqués derrière les différents textes et autres pour permettre à ceux-là même qui ont une compréhension un peu compliquée, un peu difficile de la chose, de pouvoir appréhender le vrai sens de ce que chaque poème veut dire. Alors, raison pour laquelle vous voyez un peu tous ces précis derrière le livre. Pour aller dans le même sens que le lecteur qui a posé la question, est-ce que vous ne pouvez pas faire confiance à votre lecteur?
quand vous dites par exemple que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ces poèmes, moi je les trouve, évidemment je ne vais pas prétendre que je comprends tout, mais j'ai pu comprendre l'essentiel des poèmes, ils sont très simples, ils sont écrits simplement, on n'est pas dans le poème dans l'écriture, donc pourquoi ne pas faire confiance au lecteur? Normalement, les lecteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines personnes, lorsqu'ils finissent de lire un poème, ils veulent toujours le précis pour être rassurés que le message qu'ils ont compris, c'est ce message-là même qui a été inscrit derrière le poème. La raison pour laquelle il y a certaines maisons d'édition qui décident d'inscrire ces précis-là derrière le livre, comme il y a certaines maisons d'édition qui ne prennent pas la peine de les mettre. Donc ça y va, c'est une affaire de choix. Mais est-ce que vous, poète, vous ne pensez pas que c'est réduire la liberté du lecteur? Parce que lire également, c'est être libre de pouvoir interpréter à sa guise. Mais lorsqu'on prend la main du lecteur et qu'on lui dit « voilà ce que mon poème signifie », est-ce qu'on ne réduit pas son pouvoir? Alors là, moi, je me dis que c'est un combat. Et ce combat-là, c'est-à-dire le poème, le genre que moi j'ai fait, c'est un combat. Alors je ne veux pas qu'il y ait un autre entendement de ce combat-là. L'objectif, il est visé, il est fixe. Alors en mettant les précis derrière ces poèmes, je pense que le lecteur ou la lectrice sera dans le même canevas que moi. Vous imposez un sens. Exactement. Vous êtes un poète dictateur en ce sens-là. Non, pas dictateur, mais je veux que nous soyons sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi. Mais ça c'est de la lecture, c'est être libre. Mais bon, on ne va pas épiloguer sur la question. J'imagine que les lecteurs pourront continuer ce débat à la maison, de se demander est-ce que oui ou non il faut expliquer les poèmes à la fin ou même un roman, comme si un romancier devait expliquer un roman à la fin de son roman. Assez intriguant comme pratique, mais on le respecte. On vous lit l'Afrique, on pense à Césaire, on pense à Senghor, on pense à Bernard Dadier. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqué? Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et ma voix la liberté de celles qui s'affichent au cachot du désespoir. On voit que vous êtes un grand connaisseur de Césaire. Là, vous citez Cahiers d'un retour au pays natal. Oui, donc c'est vraiment Césaire qui est votre... Pas lui seulement. Je suis fier d'être nègre et je me glorifie dans ce nom. Ça tombe bien. Dubois. Ça tombe bien parce que pour aujourd'hui, c'est une poétesse qu'on va mettre à l'honneur dans les grandes plumes. Grande figure féminine de la littérature et de la pensée ivoirienne, Tanela Boni est une écrivaine et philosophe qui touche à presque tous les genres. Sa première incursion dans l'univers de la littérature se fait par la poésie. Elle publie Labyrinthe en 1984, un recueil de poèmes salué par la critique. Autrice de 11 recueils de poèmes, de 5 romans, de 3 essais littéraires, de 5 livres pour la jeunesse, de 5 recueils de nouvelles et d'un scénario de cinéma, Tanela Boni a été distinguée par le prix Amadou Kourouba en 2005 et prix Théophile Gautier de l'Académie française en 2018. Née en 1954 à Abidjan, elle est une citoyenne du monde qui parcourt de nombreux pays pour semer les graines de la littérature ivoirienne. Depuis 2022, elle est la commissaire générale des Poéticoles, un festival ivoirien de poésie. Son dernier roman, Sans parole ni poignée de main, publié aux éditions Nemba, est une puissante œuvre de critique sociale. Tanela Boni, brillante écrivaine, brillante philosophe, brillante poétesse, brillante essayiste. Les poèmes de Tanela Boni sont exquis. Je vous suggère de courir dans toutes les librairies et d'acheter le livre de votre choix de Tanela Boni. Jean-Marcel Bédi, poète, oui, comme Tanela Boni. D'accord. Déjà lu quelques poèmes de Tanela Boni ou même des romans? J'ai déjà entendu parler d'elle. Cette chance de la lire, je ne l'ai pas encore lu. Ah bah, il faut le faire. Il faut le faire le plus tôt possible. D'accord. Donc également poète, on le sait, on en a parlé, Œil de sagesse, oui, poème de combat, envie de libérer l'Afrique, le poète qui se prend, parce que pour un politicien, même mieux qu'un politicien, on va dire. Mais vous avez parlé également de l'écriture d'un roman déjà fini et qui devait être publié dans, je crois, dans 2 mois. Oh oui, et je pense même que je l'ai terminé. Je suis en train de prendre les dispositions nécessaires avant même qu'il ne soit publié. Donc poète, romancier, essayiste également. Exactement. Vous êtes contrôleur bâtiment. Exactement. Comment vous arrivez à jongler entre ces deux univers, entre l'univers de la littérature et l'univers de la construction? Vous avez du temps pour écrire? Disons que le travail ne me prend pas beaucoup trop de temps. Alors tout le petit temps libre dont je dispose, je le mets à la disposition de mes autres activités et puis de ma littérature. Donc j'aimerais dire au lecteur que si jamais il veut devenir écrivain,
cherchez un métier qui vous donne du temps. Contrôleur bâtiment, par exemple, comme Jean-Marcel Bédy. Exactement. Jean-Marcel Bédy, marié, pas marié, est-ce que, comment au quotidien, votre entourage accueille vos idées d'émancipation pour l'Afrique? N'ont-ils pas peur que vous vous perdiez en chemin? Je ne sais pas. Je pense bien que, on dit qu'il veut aller loin ménage sa monture. Alors je m'entoure des gens qui ont pratiquement la même vision que moi. Voilà, je n'ai pas assez d'amis, et quelques-uns que j'ai ont les mêmes objectifs, les mêmes idées, les mêmes appréhensions, les mêmes compréhensions de la vie que moi. Alors je pense que nous sommes tous dans le même caniveau. Donc on va dire que pour mener votre combat, vous avez choisi les bons soldats. Exactement. Très bien, Jean-Marcel Bédy, cela a été un honneur et un plaisir de parler avec vous d'Œil de sagesse. Pareillement pour Un poème qu'on va retenir, c'est un poème d'autodétermination pour l'Afrique, de libération pour l'Afrique. Et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. N'oubliez pas de revenir pour le roman, on a hâte de le lire. Il n'y a pas de problème, j'espère que cette fois-ci, j'imagine que ça va être encore quelque chose de beaucoup plus combatif. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Chers lecteurs, cela a été un plaisir d'échanger avec M. Jean-Marcel Bédy sur Œil de sagesse. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro d'Entre les lignes. Mais avant, on ne vous laisse pas seul comme d'habitude. On vous laisse avec Placide Conan qui vous donne un beau texte de slam. À l'émission prochaine. Que Dieu bénisse ce 2 février. Magellan a fait le tour de son quartier, pas du mien. Samori et De Gaulle sont les mêmes vauriens. Ce n'est pas si sucré d'avoir un teint aux couleurs de miel. Tu es blanc, tu es conquérant, tu es noir, tu es criminel. L'Afrique, berceau de l'humanité, n'a jamais bercé d'élite. Peut-être même que l'écriture est née quelque part dans un quartier français d'Égypte. Et pour devancer l'histoire, Gassama est devenu français. Ne soyons pas étonnés que le futur oublie sa couleur de peau foncée. Ils ont tous les merveilles de l'univers. Si les pyramides étaient d'étérable, elle sera à la place de World Trade Center. Je ne suis qu'un pauvre nègre qui mange avec la main, mais je sais que Zoku Belli avait plus de pouvoir que Merlin. Je sais qu'il n'y a pas eu de commerce triangulaire qui nous ont arraché gratuitement nos parrains et nos terres. Je sais que la lune est cachée quelque part en Californie, qu'Armstrong y est allé les pieds sur terre. Le mensonge est tellement devenu vrai que le Martiniquais refuse qu'on lui dise qu'il est africain. Comme un jour, l'Africain refusera d'entendre qu'il a été colonisé. Voici comment le monde est pourri de nos idées. Alors moi, assis à quelques années-lumière de mon passé, j'oscule tous ces mensonges qu'on m'a enseignés dans la vérité. Tous ces verbes qui suivent, mais qui ne sont pas à l'infinitif. Ces deux droites parallèles qui se touchent finalement à l'infini. Tous ces livres de droit écrits par des gauchers, tous ces panafricanistes européens qui défendent notre budget. C'est pas le christianisme qui nous a rendus en chien, donc il faut que je quitte ma religion. Berger était chrétien, mais le Christ n'est pas un colon. Nos sœurs cachent leur souffrance sous un fond de temps. Nos frères devoient leur insouciance sous des rimes de piquement. Ils ont la terre, nous avons le ciel, c'est louche. Ils ont la bonne langue, nous avons la langue qui fourche. On m'a si longtemps pris pour un macaque que j'en deviens paranoïaque. Est-ce que 1 plus 1 font vraiment 2? Est-ce que Hitler est le seul mangeur de juifs? Est-ce que la propriété de Thalès n'est pas celle de Quadio? Est-ce que Pythagore n'avait pas de grosses lèvres? Je me dois dans cette vague de questions. Est-ce que mes questions ne sont pas des réponses à vos éternelles interrogations? Est-ce que le monde tournera autour de toi, de moi, de nous, de notre couleur de peau? Est-ce que le monde tournera autour de toi, de moi, de nous, de notre couleur de peau? Est-ce que le monde tournera autour de toi, de moi, de nous, de notre couleur de peau? Que Dieu bénisse entre les lignes. Que Dieu bénisse Mawata. Cela me crée plus. Yeah.